Bienvenue à tous. La lutte contre la corruption dans l'espace communautaire CEDEAO a fait du chemin et l'histoire retiendra une étape franchie le 21 décembre 2001. Ce jour-là, à Dakar, dans la capitale sénégalaise, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation sous-régionale adoptait le protocole sur la lutte contre la corruption au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais 20 ans après, où en sommes-nous dans sa mise en œuvre? Fabrice Kodjo-Ebé s'est intéressé à la question dans cet ouvrage paru aux éditions universitaires européennes. Fabrice Kodjo-Ebé, vous êtes expert politique anticorruption, consultant et auteur de cet ouvrage. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. D'entrée, Monsieur Ebé, la lutte contre la corruption au sein de l'espace communautaire, avant d'entamer véritablement le vif du sujet, quand on parle d'instruments au niveau international, qu'est-ce qu'il faut retenir? Bon, disons que le problème de corruption, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est un phénomène ancien. Au niveau international, il y a plusieurs instruments. Vous avez d'abord la Convention des Nations Unies contre la corruption, qui est de 2003. Vous avez la Convention de l'Union africaine également, de lutte contre la corruption. Et puis vous avez des instruments au niveau régional. Vous avez par exemple au niveau communautaire de la CEDEAO, il y a le protocole de la CEDEAO. Au niveau de la communauté de l'Afrique de l'Est, vous avez aussi un protocole de cette communauté. Vous avez aussi un protocole pour la communauté de l'Afrique australe. Et puis au niveau même des autres continents, vous avez un protocole par région, en Asie, que ce soit en Amérique, etc. Donc c'est un phénomène global et l'ensemble de la communauté a pris des instruments pour essayer de réguler le sujet. Alors, Monsieur Ebé, le sujet qui nous intéresse, c'est bien sûr la corruption, mais dans l'espace communautaire CEDEAO. Et il faut souligner cette date du 21 décembre 2001 à Dakar, était adopté le protocole de lutte contre la corruption. Rappelez-nous dans quel contexte ce protocole a-t-il été adopté? Merci. Donc, comme vous l'avez dit, il y a un ouvrage qui est paru aux éditions universitaires européennes qui s'appelle Revue de la mise en œuvre du protocole de la CEDEAO. Donc, c'est un ouvrage que j'ai écrit moi-même. Et je crois que l'ouvrage a fait, n'est-ce pas, la synthèse de l'évolution de la mise en œuvre du protocole dans la région. Dans les 15 pays des pays de l'Afrique de l'Ouest, vous avez là, dans cet ouvrage, un point sur ce qui a été fait dans chaque pays. Il faut dire que depuis les années 2000, Transparency International, en 1981, a mis en place un outil d'évaluation pour la perception de la corruption dans les États. Et quand déjà dans les années 2000, vous allez voir que nous avons juste la Côte d'Ivoire qui avait 3,6 sur 10, et le Ghana 4,7 et puis le Sénégal 4,3. Donc les autres pays étaient autour de 2,0, 2,1, etc. Donc c'était déjà dans les années 2000 un véritable problème. Donc, et en 2001, quand le protocole de la CEDEAO est adopté, vous avez également, c'est juste la Côte d'Ivoire qui avait 3,6 et puis le Ghana 3,8 et puis le Sénégal 3,8 sur 10. Donc, la plupart des autres États se situaient entre 2, 2,3, 2,4. Donc, si vous voyez, donc c'était déjà un problème. Ce qui a amené les États de l'Afrique de l'Ouest à adopter le 21 décembre 2001 le protocole de la CEDEAO de lutte contre la corruption. Et ce qui est bien, c'est que c'est l'un des premiers instruments régionaux. Ça fait partie des premiers instruments régionaux qui ont été adoptés au niveau régional. Et on ne peut que féliciter les États de l'Afrique de l'Ouest pour cette initiative. Mais le protocole, vous savez, la ratification a mis énormément du temps. Parce que seul, jusqu'à l'heure où je vous parle, c'est 9 pays sur 15 qui ont ratifié le protocole. Donc, il reste encore 5 pays qui ne l'ont pas encore ratifié, parmi lesquels vous avez le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée-Bissau et puis le Libéria. Mais, conformément à l'article 22 du protocole, lorsque vous avez 9 sur 15 qui ratifient le protocole,
entre en vigueur. Donc le protocole est entré en vigueur en 2015, donc soit 14 ans après son adoption. Est-ce que vous comprenez tout de même la timidité de certains États à le ratifier? Il faut relativiser. Vous savez, c'est que entre-temps, après le protocole de la CEDEAO, il y a la Convention de l'Union africaine qui a été adoptée, qui a été ratifiée par l'ensemble des États, même de l'Afrique de l'Ouest. Vous avez la Convention des Nations Unies également, qui est plus compréhensive. D'abord, la Convention de l'Union africaine est plus compréhensive, plus rigoureuse, et ensuite vous avez celle de la Convention des Nations Unies, qui est aujourd'hui le meilleur instrument. Donc, les pays ayant déjà ratifié, les deux peuvent se dire, bon, qu'est-ce qu'on a dans le protocole de la CEDEAO qui n'est pas encore dans les autres. Mais je pense que c'est une erreur. Comme c'est un instrument communautaire, il faut ratifier, on peut l'amender, on peut prendre en place, on peut mettre en place des directives communautaires pour renforcer. Je pense qu'il faut toujours ratifier et je crois que c'est le message qu'il faut avancer. Voilà. Alors, Monsieur Ebé, nous allons maintenant visiter un peu, fouiller le document et son contenu et le contenu du protocole, puisque c'est l'objet de ce document, les politiques et les lois anticorruption au sein de l'espace communautaire. Vous avez fait une longue recherche, un long travail scientifique là-dessus. Qu'est-ce que vous pouvez en résumé nous dire là-dessus? Bon, disons que le protocole demande aux États d'avoir d'abord des lois. Au départ, il faut dire que le protocole, son objet, c'est l'harmonisation. Ça vise à harmoniser les lois. Mais il faut dire qu'en ce sens, le protocole a échoué. Puisque l'analyse montre une diversité, même des contradictions entre les mesures dans les États. Donc il n'y a pas une harmonisation. Mais de toute façon, de manière globale, le protocole demande d'avoir des lois. Donc nous avons des États qui ont déjà les lois, notamment des lois, par exemple, sur la déclaration du patrimoine. Vous avez la loi sur les marchés publics, sur les finances publiques, sur le lancement d'alerte. Donc, sur l'ensemble de ces aspects-là, les États ont quand même fait des progrès. Comme vous pouvez le voir dans les livres, avec les tableaux comparatifs où les États sont. Et aussi, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'analyser les mécanismes en place dans le protocole avec les autres instruments et les standards internationaux, tels que la Convention des Nations Unies. Mais de manière globale, il faut dire que les États sont en route. Si nous prenons par exemple les agences anticorruption, ce que les États, le protocole demande à chaque État d'avoir un organe de lutte contre la corruption. Mais le protocole, il n'y a pas eu de directives pour permettre aux États de savoir comment ces organes doivent être mis en place. Donc, l'analyse avec la Convention des Nations Unies, c'est que les agences anticorruption doivent être mises en place en respectant les normes. Mais lorsque vous faites l'analyse dans les 14 pays, 12 pays qui ont été évalués, c'est que certains États n'ont pas tenu compte des normes pour mettre en place ces organes. Alors justement, quand vous parlez de normes, de quoi il faut parler? Qu'est-ce qui est norme dont vous parlez? D'abord, la loi qui doit mettre en place. Normalement, d'après les normes, c'est que l'organe doit être inscrit dans la Constitution. Parce que c'est une autorité de lutte contre la corruption. On ne peut pas prendre un décret avec ça. Ou bien une loi spéciale. Donc, dans certains États, vous allez voir que c'est un décret qui a mis en place l'organe. Et quand il y a changement de gouvernement, on met fin à ça, on change par autre. Donc, il y a instabilité, ce qui ne respecte pas la norme. Ensuite, c'est que si nous voulons voir même la nomination, par exemple, des dirigeants de l'organe, les gens qui doivent faire partie, il y a des normes de leadership qui ont été mises en place par les instruments. Notamment, par exemple, il faut un critère, il faut un mécanisme compétitif pour nommer ces gens. Parce que généralement, dans les États, c'est quoi? C'est qu'on prend un décret et on nomme. Bon, maintenant, ce que les normes demandent, c'est qu'il faut mettre en place un mécanisme compétitif. Par exemple, un mécanisme comme ce qui se fait, par exemple, au Togo, pour la nomination des membres de la CNDH. Donc, la Commission nationale des droits de l'homme, c'est l'Assemblée nationale qui fait les appels à candidature, qui révise en fonction des TDR et qui nomme, qui élit les membres. Et après, on envoie au gouvernement qui prend un décret.
le même mécanisme se retrouve aux États-Unis avec la nomination à certains postes où, n'est-ce pas, c'est le Sénat qui doit approuver. Donc, je pense que ces normes-là visent à renforcer l'intégrité des dirigeants. Donc, parce que lorsque l'institution, les leaders qui sont à la tête ne sont pas acceptés par la société, c'est que l'organe échoue. Et il y a des exemples qui ont été documentés au plan international. Ensuite, vous avez même le personnel, les règles de l'immunité. Il faut une immunité aux membres qui doivent diriger l'organe. Il faut que cette immunité soit étendue, n'est-ce pas, au personnel. Dans certains États, vous avez l'immunité pour les membres, mais le personnel qui travaille, qui fait les enquêtes, n'a pas l'immunité. Vous voyez? Donc, il y a et aussi les mécanismes de rémunération. Dans certains États, les organes anticorruption, les membres sont toujours rémunérés selon les grilles de la fonction publique. Alors que les instruments demandent qu'ils font un régime spécial. Il faut bien traiter ces gens pour qu'ils puissent faire le travail. Il faut les règles d'indépendance. Dans certains pays, on a rattaché les organes anticorruption à la présidence. Donc, vous voyez, il y a un problème d'indépendance. Il faut un mécanisme, il faut l'intégrité, il faut l'indépendance des organes. Vous avez aussi d'autres normes qui sont en place. Donc, je pense que de manière globale, la plupart des pays ont mis en place ces mécanismes, mais, n'est-ce pas, le respect des normes, pour le respect des standards, il y a encore du travail à faire. Alors, il y a encore du travail à faire. Ça veut dire qu'on n'a pas encore gagné le pari de cette harmonisation comme le vise le protocole au niveau de l'espace communautaire. Oui, quand vous levez l'ouvrage, c'est ça. Donc, on n'a pas encore atteint, parce qu'il y a des États qui ont mis en place ces normes. Par exemple, si vous prenez la Sierra Leone, vous lisez le contenu de leur loi, vous voyez que l'organe, pour même le président de la République, ne peut pas terminer la fonction du président. Parce qu'on lui a donné des pouvoirs élargis et il est protégé pour faire son travail. Donc, pour que le président puisse le destituer, il faut que le président, n'est-ce pas, mette en place une commission dirigée par un juge, que le juge fasse une enquête et que le juge reconnaisse les faits. C'est en ce moment que le juge prend une décision et à voir au président qui, n'est-ce pas, respecte la décision du juge. Donc, il est tellement protégé, il a les garanties, n'est-ce pas, pour faire son travail. Donc, je pense que au niveau de la CEDEAO, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque l'instrument vise l'harmonisation des lois anticorruption, je pense qu'il faut encore faire un travail. Il faut prendre des directives communautaires pour essayer d'harmoniser les législations, comme on l'a si bien fait dans certains domaines. Voilà. Alors, quel est l'effet immédiat de cette disparité au niveau des règles dans la lutte contre la corruption au sein de l'espace communautaire? Non, c'est que vous savez, par exemple, si on veut faire les recouvrements des créances, vous avez des lois différentes. Par exemple, si vous êtes togolais, vous avez une créance liée à la corruption dans un pays. Vous avez une autre loi là-bas qui s'applique. Donc, si vous êtes dans le cadre du blanchiment des capitaux et que les faits ont été commis au Togo, ou bien et la personne vit dans un autre État, il y a beaucoup de disparités. Donc, il faut harmoniser comme ce qui se fait au sein de l'Union européenne. On ne peut pas être dans la même communauté avec autant de diversité. Voilà. Et dans votre ouvrage, et c'est l'un des aspects qu'évoque le protocole, c'est la protection des lanceurs d'alerte. Pourquoi est-elle importante? Vous savez, les lanceurs d'alerte, quand il y a une loi anticorruption et il n'y a pas lancement d'alerte, c'est la mise en mouvement de la loi au fait, anticorruption. Parce que les lanceurs d'alerte, c'est les gens qui sont renseignés, ça peut être des journalistes, ça peut être des salariés qui sont renseignés et donc qui, n'est-ce pas, alertent la communauté par rapport à un fait donné. La protection des lanceurs d'alerte a été encadrée par, n'est-ce pas, la Convention des Nations Unies contre la corruption, la Convention de l'Union africaine, ainsi que le protocole. Bon, maintenant, dans les pays de la CEDEAO, beaucoup n'ont pas encore suivi. Je crois qu'il y a la Sierra Leone, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Ghana qui a pris la loi en 2006, qui ont des lois. Dans certains pays, ils ont des lois, mais il n'y a pas de décret, ça ne peut pas être mis en œuvre. Je crois qu'il y a une directive récente de l'Union européenne de 2019 qui a bien encadré, n'est-ce pas, le lancement d'alerte. Donc, je pense que
les pays, c'est progressivement. Vous savez, pour que ces normes soient acceptées, ça prend du temps. Mais je pense que nous sommes sur la bonne voie et il faut que les États continuent par mettre en œuvre le contenu du protocole et, n'est-ce pas, surtout reconnaissent, n'est-ce pas, le lancement d'alerte dans leur législation. Alors, plus de 2 décennies après, puisque ça fait plus de 20 ans que le protocole a été adopté, on parle encore de ces défis. Est-ce qu'on peut peut-être parler d'un manque de volonté au niveau des pays de cet espace communautaire? Manque, est-ce que c'est... Bon, peut-être, parce que vous savez, la lutte contre la corruption, il faut d'abord une grande volonté politique, un leadership politique. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est les Nations Unies. Quand vous prenez, vous lisez la documentation, le premier élément, c'est la volonté politique, le leadership politique de haut niveau, etc. Mais je pense que depuis une dizaine d'années, on a senti beaucoup d'évolution dans la région. Donc, la plupart des États ont compris ces choses. La plupart des États ont une loi. La plupart des États ont adopté les stratégies. D'autres sont même déjà à deuxième, troisième stratégie, plan d'action, etc. Mais je pense que le mouvement est en marche et il faut toujours garder l'espoir. Il faut garder l'espoir et l'un des sujets importants aussi qu'évoque le protocole, c'est la transparence dans les marchés publics. Alors, nous sommes des pays dits en voie de développement. En quoi cet aspect est-il important dans le cadre de la lutte contre la corruption? Non, c'est un volet important. Parce que si les marchés ne sont pas transparents, vous voyez, l'État, la plupart des services de l'État utilisent les marchés publics. Quand vous voulez commander même les paquets RAM, vous voulez même commander tous les équipements informatiques, etc., il faut des contrats. Si ces contrats ne sont pas transparents, l'État paie énormément de ressources. Donc, des normes ont été... Donc, c'est pour cela que le protocole ainsi que les autres instruments comme la Convention des Nations Unies demandent aux États de mettre en place des systèmes de transparence des marchés publics. C'est vrai qu'au niveau de la CEDEAO, il n'y a pas une harmonisation. Mais au niveau de l'UEMOA, il faut dire que les 8 pays de l'UEMOA ont mis en place un cadre unique pour les marchés publics. C'est déjà un pas. De même que les finances publiques. On a un cadre harmonisé avec la plupart des directives qui ont été prises par l'UEMOA. Mais je crois que les défis restent encore. Parce que quand vous voyez même dans l'ouvrage, vous voyez qu'aujourd'hui, on tend vers les marchés numériques, la commande numérique. C'est-à-dire que tout le processus, n'est-ce pas, depuis l'initiation, la gestion, le suivi, etc. des marchés publics doit se faire électroniquement. Mais aujourd'hui, nous sommes loin. Parce que les normes de numérisation de la commande publique restent encore un défi dans la zone. Seul le Ghana, premier pays, et récemment le Nigeria, ont lancé des plateformes de commande numérique. Donc au Ghana, tout est publié, même les offres, tout est publié sur les sites. Chaque acteur a une plateforme et tout le processus est transparent sur la plateforme. De même que toute la documentation, les contrats, les gens qui ont eu leurs contrats, l'exécution, les rapports d'exécution, tout est publié. Tout est sur la plateforme. Donc je pense que les autres pays aussi de la CEDEAO doivent suivre, n'est-ce pas, le pas de ces 2 pays qui ont lancé les plateformes numériques de marché public. Fabrice Kodjo Ebe, nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.